La sonde JUICE, le nouvel instrument d'exploration de l'Agence spatiale européenne, atteindra Jupiter en 2031 pour y effectuer des observations détaillées de la planète et de ses 3 grandes lunes. Une nouvelle étape importante dans l'exploration du système solaire qui pourrait nous apporter de nouvelles réponses. Pour en parler, nous accueillons 3 invités, une chercheuse et 2 chercheurs de l'Université de Liège, qui vont nous partager leurs connaissances, leurs réflexions, leurs regards complémentaires pour échanger ensemble sur cette thématique et en décrypter les enjeux. Je suis Julie Louis du service de communication de l'Université de Liège. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Réflexion. Baptisé JUICE pour Jupiter Icy Moons Explorer, que l'on pourrait traduire par l'explorateur des lunes glacées de Jupiter, la sonde de l'ESA, qui a été lancée depuis Kourou en Guyane, va faire un long voyage au sein de notre système solaire avant d'atteindre sa cible dans à peu près 8 ans. Si JUICE n'est pas la première mission spatiale à avoir pour destination la plus grande planète de notre système solaire, elle se distingue toutefois par son objectif principal. JUICE va observer Europe, Callisto et Ganymède, les 3 grandes lunes océaniques de Jupiter. La mission va non seulement permettre de caractériser ces lunes en tant qu'objets planétaires et habitats possibles, mais également d'explorer en profondeur l'environnement complexe de Jupiter et d'étudier le système de la planète dans son ensemble en tant qu'archétype des géantes gazeuses de l'univers. Chaque nouvelle mission spatiale apporte son lot de questions sur l'utilité, l'intérêt, mais aussi les résultats que l'on va pouvoir en obtenir. Pour aborder ces questions, j'accueille 3 scientifiques de l'Université de Liège. Emmanuelle Javot, vous êtes biologiste et directrice de l'unité de recherche en astrobiologie. Vos travaux se focalisent sur l'évolution de la vie, depuis ses premières traces, jusqu'à l'étude des biosignatures pour la recherche de vie dans le système solaire et au-delà, ainsi que des conditions d'habitabilité planétaire. Bertrand Bonfons, vous êtes astrophysicien, chercheur qualifié du FNRS et vice-directeur de l'unité de recherche STAR. Vous êtes spécialiste de Jupiter et de ses lunes que vous étudiez depuis de nombreuses années. Christophe Gaudran, vous êtes ingénieur civil électromécanicien, directeur commercial et membre du conseil de guidance du CSL, le Centre spatial de Liège, centre qui a vu passer 2 des instruments embarqués sur la mission JUICE. Bertrand Bonfons, JUICE ne sera pas la première mission spatiale dédiée à l'étude de Jupiter. Pourquoi veut-on y retourner ? Jupiter a été une source d'inspiration depuis des temps immémoriaux. C'est en regardant Jupiter que Galilée s'est rendu compte qu'il y avait des lunes autour d'autres planètes et qu'il a complètement changé sa perspective du système solaire, mettant le Soleil au centre et plus la Terre. Donc c'est vraiment un objet très important dans le système solaire. C'est la première planète qui s'est formée et c'est vraiment elle qui a sculpté par la suite tout le système solaire. Donc explorer Jupiter, c'est explorer aussi quelque part nos origines. C'est aussi l'archétype des planètes géantes qu'on observe maintenant régulièrement dans l'univers, les exoplanètes. Et comme on ne pourra probablement jamais aller explorer les exoplanètes de près, bien, avoir cet outil de comparaison sur place, c'est extrêmement important et intéressant. Ensuite, et c'est là l'objet de JUICE, c'est que Jupiter est entouré de lunes extrêmement fascinantes. Donc il y a les 4 lunes qu'on appelle galiléennes, évidemment en hommage à Galilée qui était le premier à les avoir vues avec sa lunette. Donc dans l'ordre, il y a Io, la lune volcanique, il y a Europe avec des océans en dessous d'une couche de glace, Ganymède qui est plus grosse que Mercure et qui a aussi son propre champ magnétique, et alors Callisto qui est aussi grosse que Ganymède mais extrêmement différente, extrêmement primordiale et constellée de cratères. On est allé observer Jupiter dans les années 90, en 95. Galiléo, une sonde de la NASA avec beaucoup d'instruments européens, est allé explorer ces lunes et a laissé évidemment beaucoup de questions ouvertes et c'est pour ça qu'on a vraiment très envie d'y retourner. Emmanuelle Javot, on parle aussi de cette mission pour aborder des questions d'habitabilité éventuelle et les traces de vie que l'on pourrait trouver sur ces fameuses lunes. Quelles sont les conditions pour rassembler la possibilité de découvrir de la vie sur des planètes de notre système solaire ? Quand on parle d'habitabilité, on parle des conditions nécessaires pour que la vie apparaisse sur une planète ou sur une lune, sans nécessairement qu'elle y soit. Et donc, en général, les astrophysiciens considèrent ce qu'on appelle la zone habitable comme la distance à laquelle une planète ou une lune se trouve et qui permet la présence d'eau liquide à la surface. Donc, par exemple, la Terre est juste dans la bonne zone par rapport au Soleil. Par contre, Jupiter est en dehors de la zone habitable du système solaire.
Mais en fait, avec l'évolution de notre compréhension de l'habitabilité, on se rend compte qu'il y a d'autres endroits dans le système solaire, en dehors de la zone habitable, qui sont peut-être habitables, comme ces fameuses lunes. Alors pourquoi ? En fait, il y a différentes conditions que l'on pense indispensables pour l'habitabilité d'une planète ou d'une lune. C'est la présence d'eau liquide. Alors dans le cas des lunes dont on vient de parler, donc Ganymède, Callisto, Europe et Encelade, qui n'est pas visitée par JUICE, on a de l'eau liquide, mais en dessous d'une croûte de glace. Alors que pour la Terre ou pour Mars, au début de son histoire, on avait de l'eau liquide à la surface. Donc c'est une grosse différence, mais la présence d'eau liquide est là. Cependant, ça ne suffit pas. C'est parce qu'il y a de l'eau liquide qu'on a forcément une origine de la vie possible. Il faut qu'on soit dans un environnement relativement stable, sur de longues échelles de temps. Et on pense que ces lunes sont très vieilles, en fait, plusieurs milliards d'années, peut-être l'âge du système solaire aussi. On pense aussi nécessaire la présence de sources d'énergie. Alors la source d'énergie, ça peut être la source d'une étoile dans notre système solaire, le Soleil. Ça peut être aussi des échanges d'électrons entre différents éléments qui sont piégés dans des minéraux. Les minéraux forment des roches et donc on pense très important que pour qu'une région dans notre système solaire ou au-delà soit habitable, il faut le contact entre l'eau liquide et les minéraux. Donc les conditions, c'est l'eau liquide, la présence de roches, une source d'énergie, donc qui peut être cette lumière de l'étoile, mais aussi une source d'énergie interne. Dans certains cas, on peut avoir de l'activité hydrothermale qui se trouve dans le fond des océans, qui pourrait aussi être une source d'énergie possible, et cette stabilité sur de longues périodes de temps. Alors on l'a dit, il n'y aura que 3 lunes qui vont être étudiées, pourtant la planète en compte 96. Pourquoi ces 3 lunes particulièrement, Bertrand ? Parce que ce sont des lunes à la taille de planète, en fait. Comme je le disais, Ganymède est plus grosse que Mercure. Ce sont des environnements qui sont extrêmement complexes et riches. On voit une géologie particulièrement riche aussi. Sur Io, on voit des centaines de volcans en éruption en permanence. Io ne sera pas visité de près par JUICE, mais il y aura des observations à distance. Europe a aussi à sa surface des crevasses. On voit que la surface, il y a très peu de cratères d'astéroïdes, ce qui se justifie par le fait que sa surface a été renouvelée. Ganymède aussi, un peu moins jeune qu'Europe, donc la surface a moins été renouvelée qu'Europe, mais néanmoins il y a aussi des crevasses comme si il y avait des plaques qui glissaient les unes par rapport aux autres. Et puis Callisto, complètement différente, évidemment, avec juste des cratères, et on se demande pourquoi elle est si différente. Donc JUICE va observer les 3 lunes externes, parce que aller voir Io, c'est très compliqué. C'est un environnement extrêmement hostile, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les machines. Notamment en termes de radiation, les ceintures de radiation de Jupiter, c'est un environnement les plus dangereux du système solaire pour tout ce qui est vivant, mais aussi pour l'électronique. Le plus dangereux étant le Soleil, mais juste après, il y a vraiment les ceintures de radiation de Jupiter, et on essaye de trouver chaque fois des astuces pour les éviter. Et pour que la mission JUICE puisse durer le plus longtemps possible, on n'ira pas aussi près de Jupiter qu'Io, on va s'arrêter à Europe. Mais Europe, Ganymède et Callisto sont des lunes absolument fascinantes et il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc on vient de le dire, c'est un défi assez technique d'envoyer une sonde aussi loin dans un environnement aussi austère. Christophe Gredan, le CSL, donc le Centre spatial de Liège, a vu passer 2 instruments et a notamment travaillé sur les panneaux solaires de JUICE. Quelles conditions doivent être rassemblées pour s'assurer que la sonde arrivera bien jusque-là et fonctionnera ? Comme vient de le dire Bertrand, effectivement, le niveau de radiation est extrêmement critique et important. Il y a des particules à haute valeur énergétique qui sont présentes dans cet environnement jovien. Donc, effectivement, nous avons validé 2 des 10 instruments de la mission JUICE en termes de résistance aux radiations. Donc, ce sont des mesures qui ont été faites au CSL. Mais il n'y a pas que les radiations, il y a également 2 autres aspects qui sont assez challenging, je vais dire, pour la mission. D'abord, il y a la température, chaude et froide. Il faut savoir que le satellite atteindra l'environnement jovien après un voyage d'à peu près 8 ans. Et pendant ce voyage, à un moment donné, le satellite va utiliser Vénus comme catapulte. Et Vénus est assez proche du Soleil, donc les températures seront relativement chaudes.
Et à contrario, quand le satellite effectuera sa mission scientifique, en période d'éclipse autour des lunes, là, il sera très très froid. Donc, il faut valider les instruments et surtout les panneaux solaires dans un environnement extrêmement chaud et extrêmement froid. Et ces panneaux solaires, qui sont au nombre de 10, ont été testés au CSL entre moins 240 et 130 degrés, qui est un vrai challenge. Le troisième point, qui est toujours lié aux panneaux solaires, c'est que Jupiter est 5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Et donc, la densité énergétique solaire est 25 fois plus faible. Donc les panneaux solaires ont une importance majeure. Donc il y a à peu près 100 mètres carrés de cellules photovoltaïques qui serviront à alimenter tous les instruments pendant la durée de vie de la mission, qui est de l'ordre de 3 ans. Donc Jupiter, environnement austère, comme on vient d'en parler. Bertrand Bonfons, on parle beaucoup des 3 lunes qui vont être observées, mais également du système dans son ensemble et de la planète. Qu'est-ce qu'on a encore à en apprendre ? Beaucoup de choses. Donc effectivement, les premiers mois de l'exploration du système jovien par JUICE seront consacrés à Jupiter elle-même, avec donc des instruments qui permettent d'ausculter les nuages notamment. On a un spectromètre infrarouge qui a été notamment testé ici à Liège et aussi à Uccle. On va observer ce qui est vraiment la spécialité de notre laboratoire, c'est évidemment les aurores de Jupiter. Et on aura cet avantage énorme qui est qu'avec les instruments qui mesurent les particules et le champ magnétique de JUICE, on pourra comparer ce qui se passe dans la magnétosphère et ce qui se passe dans l'aurore. Et ça, c'est extrêmement riche, évidemment, parce que les aurores, on sait que c'est une image de ce qui se passe dans la magnétosphère, mais ce serait quand même bien d'avoir la preuve formelle et la preuve qu'on comprend vraiment tous les détails de ce qui se passe. Et donc là, on va passer plusieurs mois à tourner autour de Jupiter sur une orbite qui sera un petit peu inclinée. On ne sera pas dans le plan des satellites, on sera un petit peu dans son orbite inclinée pour avoir une meilleure vue des pôles. Et voilà, on pourra explorer cette magnétosphère très compliquée, très, très bizarre aussi, parce qu'en fait, je parlais de cette lune Io qui est très chère à mon cœur, parce que c'est une lune qui va enrichir par ses volcans, va former une atmosphère, cette atmosphère va s'échapper d'Io, et va peupler toute la magnétosphère de Jupiter, toute cette bulle magnétique qui est contrôlée par le champ magnétique de Jupiter, par des particules qui viennent des volcans d'Io. Et ces particules vont après aller impacter les autres satellites et changer un petit peu la chimie à la surface d'Europe et également de Ganymède, et un peu moins Callisto parce que Callisto est plus loin. Donc voilà, il y a beaucoup d'interactions qui se passent. Il y a de la matière qui passe d'une lune à l'autre. Il y a le fait que les orbites des lunes s'influencent les unes les autres. Enfin, c'est vraiment un système extrêmement compliqué et dont toutes les différentes parties en fait ont un impact sur l'autre. Donc ces aurores sur Jupiter vont par exemple chauffer très fort les pôles de Jupiter. Et dans le bilan énergétique de Jupiter, c'est important, par exemple. Donc voilà, Jupiter, c'est vraiment un mini-système solaire dans le système solaire, avec tout un tas de composantes. Et le fait qu'on va avoir des observations à la fois sur place et à distance, ça nous permet de vraiment relier les différents points pour avoir une image complète de ce qui se passe. Et donc un système qui a voilà, une grosse activité et un impact, comme on vient de le dire, sur les lunes. La planète a un impact sur ses lunes. Et donc Emmanuel Javeau, qu'est-ce qu'on va vraiment aller chercher comme trace, comme signature, comme biosignature, on parle de ça, aller chercher sur les lunes de Jupiter ? Parmi les 3 lunes qui vont être explorées dans cette mission, Ganymède, Callisto et Europe, Europe est la plus intéressante au niveau habitabilité parce qu'on pense que sous cette croûte de glace, il y a un océan d'eau liquide qui est en contact avec de la roche. Et comme source d'énergie, on espère pouvoir détecter des flux de chaleur qui montreraient qu'il y a non seulement de l'énergie liée à l'effet de Jupiter sur la Lune, qui malaxe un peu la surface, qui crée des flux de chaleur, mais aussi peut-être des zones hydrothermales dans le fond de l'océan d'Europe. Alors que les autres lunes, soit elles ont un océan à vérifier, soit cet océan existe, mais est coincé entre 2 couches de glace, ce qui n'est pas favorable vraiment à l'habitabilité, puisque les roches sont une source de nutriments importants pour la vie ou pour une chimie prébiotique. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir chercher en fait sur Europe comme signature de vie ? Donc on est dans un environnement fort différent de celui de la Terre ancienne ou de Mars. Donc on est déjà sous la surface et on va principalement chercher des molécules organiques, donc des molécules riches en carbone et en hydrogène, et d'autres éléments éventuellement, qui pourraient indiquer que la chimie qui se passe dans ces environnements très, très différents de ceux qu'on connaît proches de nous
se complexifie, donne naissance à des molécules plus complexes qui pourraient un jour donner naissance à des formes de vie ou a déjà donné naissance à des formes de vie. Alors là, le défi est énorme. On a le même défi en fait que lorsqu'on étudie des traces de vie très anciennes sur la Terre ou qu'on en recherche sur Mars. C'est qu'on connaît toutes sortes de processus non biologiques qui vont former des molécules organiques qui ressemblent à ce que la vie fait, mais qui ne sont pas des traces de vie, qui sont des traces de vie, des molécules abiotiques. Alors, ce qu'on cherche pour Europe ou même pour la Terre ou Mars, ce sont des processus qui mènent à un certain type de molécules très complexes ou avec un poids moléculaire important, donc des grosses molécules, ou des molécules qui ont des formes géométriques, on appelle ça des isomères ou des énantiomères, qui sont différentes ou qui montrent un pattern spécifique qui indiquerait qu'il y a un processus biologique. Donc des choses qu'on ne peut pas expliquer juste par des phénomènes non biologiques. Alors c'est évidemment difficile parce que Europe c'est loin et qu'on ne connaît pas bien la chimie qui se passe là-bas. Mais c'est justement l'intérêt d'aller voir ça sur place, enfin tout près. Alors où est-ce qu'on va chercher ces possibles molécules organiques ? Donc Europe émet des petits geysers, moins qu'Encelade où là on en a déjà détecté pas mal. Mais il est possible qu'en passant tout près, on puisse analyser la composition de ces geysers. On espère qu'on a des poches d'eau liquide non seulement dans l'océan, mais aussi peut-être des poches d'eau liquide dans la croûte de glace au-dessus d'Europe. On pense aussi pouvoir analyser peut-être des grains de glace éjectés de la surface à cause de ces radiations ou d'impact de météorites. Et ces grains de glace, on l'a déjà montré, peuvent contenir des molécules organiques d'intérêt éventuel pour une chimie qui donnerait peut-être naissance à la vie ou pas. Donc il y a beaucoup d'inconnus, mais justement c'est une mission fascinante parce qu'on va aller découvrir des environnements complètement différents, complètement aliens de ce qu'on connaît, mais où il est possible peut-être que les conditions soient réunies pour que la vie apparaisse. Et si on découvre cette chimie plus riche, éventuellement une chimie dont on ne sait pas expliquer autrement, ça ouvre les perspectives aussi pour d'autres environnements en dehors du système solaire. Les exoplanètes, de fait, on ne sait pas y aller, mais on sait les regarder de mieux en mieux, grâce à James Webb notamment. On peut commencer à essayer d'analyser leur atmosphère, et peut-être que certaines de ces planètes, certainement, ont des lunes aussi glacées, ou certaines de ces planètes sont glacées, avec peut-être des océans en dessous. On n'en sait rien. Tout ça, pour l'instant, c'est de la science-fiction. Mais on peut ainsi explorer plus de zones habitables en fait, dans l'univers que la définition classique de l'habitabilité. Alors, Christophe Gordon, on parle d'habitabilité, du fait de peut-être aller jusque-là. C'est envisageable pour le moment au niveau technique ? Non, je ne pense pas. Jupiter est quand même fort éloigné. Comme le disaient Bertrand et Manuel, l'environnement est relativement inadéquat pour la vie humaine. Mais effectivement, c'est un défi technique. JUICE ne peut pas tomber en panne. C'est interdit parce que c'est irréparable. C'est trop loin, c'est impossible. Et donc, pour approcher une fiabilité de 100%, c'est pas compliqué. Il faut savoir que les projets spatiaux de cette envergure prennent énormément de temps, 5, 6, 7 ans, de l'idée de base à la conception, à la fabrication, et puis vient après toute une batterie de tests sur des modèles de qualification, ou voire à la fin sur les modèles de vol. On soumet tous les sous-systèmes, que ce soit chaque instrument ou les panneaux solaires, enfin tous les sous-systèmes de JUICE, on subit une batterie de tests qui garantit que l'instrument fonctionnera, les instruments fonctionneront de façon adéquate. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. À titre d'exemple, je reparle des panneaux solaires. Donc, le CSL a développé une facilité qui est unique au monde, on peut le dire, qui permet de cycler tous les panneaux solaires entre des températures extrêmes froides, donc de l'ordre de moins 240 degrés, à des températures chaudes de l'ordre de 130 degrés. Et à ces températures extrêmes, on mesure la performance des cellules photovoltaïques. On fait des mesures de type électrique, des mesures d'isolation, des mesures de résistance, des mesures de ce qu'on appelle de DARC. Et pour vous donner un ordre de grandeur des tests qui ont été effectués au CSL, un seul panneau de qualification a été soumis à 200 cycles, pour une durée de plus de 80 jours sous vide. Et les 10 panneaux de vol ont chacun été soumis à 10 cycles. Donc on est resté à peu près 200 jours sous vide au CSL. Et donc ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut garantir
que tout fonctionnera nominalement. Donc c'est long, c'est onéreux, c'est énergivore, mais voilà, maintenant on attend avec grande impatience d'être 8 ans plus vieux pour voir que tout fonctionnera comme les scientifiques l'espèrent. Voilà, on le disait, 8 ans d'attente, Bertrand Bonfons. Quand on est scientifique, quand on est chercheur, cette attente, c'est quand même long. Donc, est-ce que pendant 8 ans, on ne va pas entendre parler de lui, ou est-ce qu'on va profiter de ce voyage éventuellement pour observer l'une ou l'autre chose ? Alors, on va profiter du voyage en tout cas pour tester tous les systèmes. Notamment, il y aura des survols de la Terre, de Vénus, qui permettront de vérifier que les caméras fonctionnent bien. Il est déjà arrivé que des sondes aillent visiter des objets en chemin, notamment quand Galiléo, dans les années 90, est allé voir Jupiter. On s'est rendu compte qu'on allait passer tout près d'astéroïdes. Donc on a fait un petit détour pour observer Gaspra, Ida et encore un autre dont le nom m'échappe. Donc voilà, donc ça, ce sont des cibles d'opportunités dont on se rend compte après coup, on passe tout près d'une cible intéressante et on fait en sorte de l'observer. Ce n'est pour le moment pas prévu pour JUICE pour le moment, à ma connaissance. Donc on parle déjà du début de cette mission, de l'attente de 8 ans. On parle des prochaines missions. Bertrand Bonfons, comment va se passer la fin de la mission JUICE ? Comme dans toutes les missions spatiales, on va se crasher. C'est malheureusement comme ça que ça se termine en général, quand on est en orbite autour d'une planète. Ici, on va faire quelque chose de très original en fait avec JUICE, c'est qu'on va pour la première fois se mettre en orbite autour d'une lune, de cette lune Ganymède. Donc on va l'observer vraiment de très très près, et à la fin de tellement près qu'on va se cracher dessus. Voilà, c'est une lune en fait qui n'est probablement pas porteuse de vie, donc elle n'est pas considérée comme un environnement qu'on doit absolument garder intact, et donc on a, entre guillemets, le droit, l'autorisation de cracher le véhicule sur Ganymède, même si, quelque part, pour rendre une sonde spatiale très propre en termes de bactéries ou de virus qu'il peut y avoir dessus, quelque part, l'envoyer autour de Jupiter, c'est le bon endroit, parce qu'elle va se faire tellement griller par tout ce qui est radiation dans le système jovien, que s'il y avait au départ quelques bactéries qui s'étaient accrochées désespérément au véhicule, il n'y aura plus grand-chose de vivant quelques années après. Donc on l'entend, au moment du crash, j'imagine qu'il y a beaucoup de données qui sont envoyées au moment où on se rapproche de plus en plus de la planète, de la Lune, ici en l'occurrence. Emmanuel Javeau, est-ce que cette Lune a un intérêt plus particulier concernant vos recherches ? Donc Ganymède est intéressant à étudier parce qu'il y a un océan d'eau liquide, mais on pense que cet océan est en sandwich entre 2 couches de glace. Et donc, l'habitabilité et la possibilité de vie, comme on vient de le dire, est beaucoup moindre. Et du coup, c'est pour ça qu'on permet à JUICE de se cracher sur Ganymède et pas sur Europe. Alors, même si la sonde va être bien irradiée, donc bien stérilisée, on ne la stérilise pas au départ, mais elle va l'être par l'environnement, on connaît quand même des bactéries sur la Terre qui vivent dans des réacteurs nucléaires, par exemple, ou qui mangent du métal. C'est un problème sur la station internationale, par exemple. Et donc, ce genre d'organisme pourrait éventuellement survivre, peut-être à l'intérieur d'instruments ou autres, protégés dans la structure métallique des instruments. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle on ne va pas la faire cracher sur Europe. Alors, il y a un organisme international qui s'appelle COSPAR, qui veille à ce qu'on appelle la protection planétaire. Protection planétaire, ça va dans les deux sens. On ne veut pas aller contaminer les environnements où potentiellement il y a une chimie ou même une vie extraterrestre, en fait, intéressante. Et on ne veut pas non plus ramener des choses sur la Terre qui pourraient contaminer la Terre. Et donc, COSPAR a classé tous les objets du système solaire en 5 catégories. La catégorie 1, c'est 0 risque, et la catégorie 5, c'est maximum de risque. Ça, c'est le retour d'échantillons de Mars, ou peut-être un jour d'Europe, on peut rêver, mais c'est peut-être une mission future qui sera projetée. Et entre ces catégories, on a, par exemple, Ganymède et Callisto, c'est une catégorie 2. Donc, c'est intéressant pour l'habitabilité, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Et justement, c'est intéressant quand on veut comprendre ce que c'est l'habitabilité, d'étudier des objets qui ressemblent, mais qui ne rassemblent pas toutes les conditions, pour voir où est la limite dans les conditions. Donc la limite ici, ce serait que Ganymède a un océan entre 2 couches de glace, donc ne serait pas habitable. Europe a un océan qui touche la roche, et qui a peut-être d'autres sources de chaleur, et qui serait habitable, comme Encelade également.
Dans les Mars, par exemple, il est en catégorie 3 ou 4. Et dans la catégorie 4, il y a des sous-catégories avec des régions spéciales qui sont définies comme étant plus sensibles à la contamination ou à la préservation de traces de vie fossiles ou peut-être même actuelles, même si c'est moins probable. Donc il y a vraiment cette question, cette responsabilité en fait de l'humanité qu'on a de ne pas aller détruire, abîmer, contaminer des environnements aliens et extraterrestres, ni ne rien ramener non plus sur la Terre potentiellement. Donc avant d'envisager de ramener éventuellement des échantillons des lunes de Jupiter, on a un voyage de 8 ans et on va avoir beaucoup de données qui vont arriver. Bertrand Bonfons, votre équipe fait partie de groupes de recherche qui vont analyser les données qui vont être envoyées par la sonde. Tout à fait. Donc, nous sommes partie prenante notamment de l'instrument UVS, donc pour spectrographe ultraviolet, qui va observer les aurores de Jupiter, mais aussi d'Europe, de Ganymède, de Callisto, et qui peut aussi analyser la surface de ces satellites, pour analyser la structure de la glace. Nous sommes aussi impliqués dans le spectrographe infrarouge, qui peut aussi observer les atmosphères de Jupiter, des lunes, et aussi des structures à la surface. Donc oui, nous sommes impatients de voir tout ça. Ganymède sera vraiment un terrain de jeu absolument nouveau parce qu'on sait qu'il y a des aurores polaires sur Ganymède. Hein. Les aurores polaires, c'est vraiment notre spécialité ici au laboratoire de physique atmosphérique et planétaire. Et les aurores de Ganymède, on les a jamais vues que de très loin. On a eu quelques petits aperçus maintenant rapides avec Juno, mais là on a vraiment un nouveau terrain de jeu. C'est un nouvel objet où on aura des observations à très haute résolution, on en aura beaucoup, alors qu'on n'avait rien du tout avant. Donc ça va vraiment être une grosse découverte, on va avoir vraiment, entre guillemets, une nouvelle planète à explorer, ça va vraiment être super. On se réjouit de tout ça, mais en attendant, comme on l'a dit, il va falloir attendre longtemps. Je vous remercie en tout cas de votre participation à cette émission, et si vous voulez, on se retrouve dans 8 ans pour en parler. Bien, merci. Allez, rendez-vous pris. Merci Julie. Vous écoutiez un épisode du podcast Réflexion, une série proposée par le service de communication de l'Université de Liège. Retrouvez l'ensemble des podcasts de l'Université de Liège sur le site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les plateformes habituelles. Vous avez une remarque ou une suggestion ? N'hésitez pas à nous contacter en envoyant un email à l'adresse diffusion@uliege.be. À bientôt!